Voilà pour ce documentaire de Cyril Danvers et Marie-France Barrier. Alors, le travail au noir est-il le symbole d'une époque qui oublie de protéger les plus fragiles? Peut-on le chiffrer et comment lutter contre ce fléau qui plombe les comptes publics? Pour en parler, mes invités, Gérard Filoche, bonjour. Bonjour. Vous êtes ancien inspecteur du travail, vous êtes co-auteur avec Richard Abosi de Comment résister aux lois Macron El Khomri et compagnie aux éditions Le Vent se lève. Merci d'être avec nous. En face de vous, Philippe Crevel, bonjour. Bonjour. Vous êtes économiste et directeur du Cercle de l'épargne. Vous avez fondé la société d'études et de stratégie économique Lorello Ecodata. C'est bien ça? C'est bien ça. Et vous avez signé Retraite, juste un autre monde aux éditions Temporis en 2014. Bienvenue à vous. À côté de vous, Xavier de Namur, vous êtes restaurateur et vous avez signé Et si on se mettait enfin à table aux éditions Calman Lévy en 2015. Bienvenue. Alors, messieurs, question simple, entre les différents chiffrages, on nous dit que la fraude fiscale concernerait 7 milliards d'euros, d'autres chiffres nous indiquent 20 milliards, 25 milliards. Est-ce que, Philippe Crevel, on a une idée de ce que coûte la fraude fiscale au compte public? Alors, fraude sociale et fiscale, c'est un peu différent, mais fraude sociale, 6 à 7 milliards selon donc, les chiffres de la COS, donc des URSSAF, 20 à 24 milliards, c'est les chiffres de la Cour des comptes. C'est vrai qu'il y a un monde entre les deux. Il y a un gap, absolument. Il y a un gap. Ouais. Bon, ça dépend en fait de bases de calcul, de statistiques, parce qu'on est sur des bases purement statistiques. L'URSSAF et la Cour des comptes n'ont pas les mêmes, on va dire, critères de calcul. Globalement, il faut quand même ramener les choses au PIB français. On est sur des montants qui sont relativement faibles. Du 2%, c'est ça? 2%. Un 98%, ça fonctionne. On recouvre et les gens paient. Donc il y a 2%, on va dire, qui passent à l'as et qui aujourd'hui sont évidemment au cœur donc, des objectifs des pouvoirs publics. C'est comment ramasser l'argent, car ça n'a échappé à personne. Les finances publiques sont en difficulté, donc on chasse plus aujourd'hui que dans le passé. Et d'ailleurs, c'est pour ça que ça a un petit peu tendance à s'accroître. C'est que quand on regarde d'un peu plus près, on trouve un peu plus à collecter et à lutter en matière de fraude. Alors, est-ce que vous êtes d'accord, Gérard Filoche, finalement, la France n'est pas vraiment un pays de fraudeurs quand on évoque les 2% de PIB que ça représente? Oui, il faut distinguer la fraude sociale, entre guillemets, qui est petite, 4, 5, 6, 7 milliards, et la fraude fiscale, qui est immense, 80 milliards. 80 milliards par an, c'est le chiffre officiel. Voilà. Alors oui, la France est un pays fraudeur. Ils sont tous à Panama pour l'oligarchie. Si vous revenez sur le travail dissimulé, je n'aime pas l'expression travail au noir. Pourquoi? Elle n'est pas juste dissimulée. On sait que quelqu'un triche et on sait qui c'est le patron. Parce qu'il ne peut pas y avoir de travail dissimulé sans un patron qui dissimule, qui ment, qui triche, qui prend dans les comptes, qui manipule ses salaires. Alors, il y a quand même, et ça, peut-être que Xavier de Namur va pouvoir nous en parler, mais il y a aussi des salariés qui sont bien contents de pouvoir se faire un petit peu plus d'argent. Il ne peut pas y avoir de salariés qui trichent sans le patron. Vous êtes d'accord, Xavier de Namur? C'est incontournable, on ne peut pas mettre les salariés sur le même plan que le patron. Ils sont subordonnés, le patron les prend, on ne les prend pas, paye les cotisations, on ne les prend pas. Alors, bon voilà, on ne peut pas mettre sur le même plan les deux. Je pense qu'encore une fois, il s'agit toujours de ne pas être, Monsieur Filoche, caricatural. Il y a effectivement... Non mais je vous ai laissé parler, vous allez me laisser finir. Donc on a effectivement des entreprises où effectivement le patron peut demander à ses salariés de travailler en partie dissimulé, mais il y a aussi toutes sortes de salariés qui veulent ou qui travaillent pour des patrons qui travaillent au noir parce qu'ils le veulent. Ils ne peuvent pas le faire si le patron ne veut pas. Ils le veulent et ils peuvent tout à fait eux-mêmes le demander, c'est-à-dire que penser, et on le voit bien dans le sujet du film, ils peuvent très bien, ça peut très bien les arranger parce que souvent l'inspection du travail vous dit ah oui mais les salariés ne sont pas responsables, mais on voit dans le film ceux qui touchent le RMI, qui touchent le RSA et qui sont dans le sujet du film et qui touchent en même temps qu'ils veulent parce que ça les arrange, parce que malheureusement le système fait qu'ils ne touchent pas assez, ils sont volontaires. C'est-à-dire qu'on n'est pas... En temps de crise de toute façon, c'est du pouvoir d'achat supplémentaire, c'est ça que vous voulez dire? Je voudrais juste qu'on mette les choses du point de vue du droit. Il n'y a pas un salarié qui peut être volontaire. Qu'un salarié demande de travailler le dimanche à son patron si celui-ci ne veut pas, c'est impossible. Selon vous, donc, Gérard Filoche, qui prend ou qui ne prend pas. Même si un salarié le demande, si le patron dit non, c'est fini. Gérard Filoche, ça veut dire que le salarié, selon vous, il n'est que victime, il ne peut pas être complice. Il n'est que victime, parce que même s'il croit y gagner, il y perdra. Parce qu'il n'aura pas ses cotisations sociales, parce qu'il n'aura pas sa retraite, parce qu'il sera finalement moins payé que d'autres à même qualité, qui ont un emploi où il y a une convention collective et des statuts. Par conséquent, même quand le salarié y croit pouvoir y gagner, il y perd. Donc tout est de la responsabilité unique dans ce patron, parce que c'est lui qui a la clé de la décision. Alors premièrement, il faut voir
ce qu'on appelle, il y a plusieurs types de travail au noir ou dissimulé. Il y a celui qui ne va pas être employé, qui va faire, comme ça a été dans le reportage, des heures pour le compte d'un de ses amis, on va dire, qui va être son patron. Il y a évidemment le cas des auto-entrepreneurs, ça a été signalé. Alors là, on voit bien dans le documentaire, Là, c'est compliqué, parce que souvent, ça peut être le patron, et c'est vrai, qui va inciter des salariés à faire des heures supplémentaires avec le statut d'auto-entrepreneur, voire de temps en temps, c'est le type qui dit « Eh ben, j'ai une compétence, ça m'arrangerait, et puis je vais prendre des outils de l'entreprise », ce qui arrive, en particulier dans le bâtiment, et souvent, il s'installe comme concurrent, en fait, de son propre patron, et il va faire du travail chez des voisins, chez des amis. Ça arrive, et c'est pas forcément le patron qui va être à l'origine de ça. Vous croyez que le chef de chantier n'est pas au courant et que ça ne l'arrange pas? Comment vous croyez que Bouygues, Vinci et tout font leurs milliards? C'est sur le dos de pauvres gens qui sont dans cette situation. Concrètement, allez voir dans les PME, ça arrive que de temps en temps, il y a des salariés qui s'inscrivent en auto-entrepreneur sur la même activité. Mais parce que ça intéresse le patron de faire ça. Pas toujours. Alors, parce que pour le coup, quand on gagne moins, eh ben, ça nous permet d'être éligible aussi à des revenus sociaux. Donc, de fait, il y a aussi un avantage pour les salariés. Tout le monde chercherait à gagner moins, dans ce cas-là. Non, mais on le voit dans le documentaire. À votre salaire pour faire ça. Mais on le voit dans le documentaire où on a cette jeune femme, en fait, qui est employée comme serveuse, qui dit, attendez, moi, je préfère être payée 1200 de manière déclarée, avec derrière 700 € en cash, parce que derrière, c'est aussi les APL, c'est... Le jour où elle est malade, qu'est-ce qu'elle a? Alors, c'est bien le problème, c'est que là, est-ce qu'on est dans un problème de pouvoir d'achat global et sur le... Bien sûr. Voilà. Donc, et le jour où elle est malade, et quand elle va calculer sa retraite, sur quoi ça va être? Elle y perdra. Gérard Filoche, est-ce que c'est suffisant comme argumentaire face à des gens qui ont du mal à boucler les fins de mois? Bien sûr. Parce que s'ils ont un cancer, ils verront avec qui ils vont se réparer, le cancer. Parce que s'ils ont un accident du travail, ils verront qu'est-ce qu'ils va le payer. Parce que s'il faut simplement faire face à des protections sociales élémentaires, ils les auront pas. C'est bien pour ça qu'il y a une protection sociale, madame. Et que je suis toujours surpris qu'on ait l'air de penser que c'est secondaire. Alors que non, personne ne dit ici que c'est secondaire. Est-ce que ça Non, il y a deux choses. Moi, je voudrais savoir si c'est un argument suffisant, cette idée de la retraite, cette idée des prestations possibles, enfin des questions de santé, etc. Quand on est face à des gens qui ont du mal à boucler leur fin de mois. La retraite, ça n'est pas une épargne. C'est donné en temps réel de ceux qui travaillent à ceux qui sont retraités. Philippe Crevel et Xavier Denamur. Toujours quand ça figure sur la feuille de paye, ça rentre dans les caisses retraite. Philippe Crevel et Daniel. Gérard Filoche a complètement raison. C'est vrai qu'en matière de droit, en particulier retraite, santé, évidemment que se mettre en travail dissimulé au noir, c'est quelque chose où on s'expose à des risques importants. En revanche, rationnellement, des jeunes de 25-30 ans, globalement, ont du mal à se projeter. Bien sûr, pour gagner 500 € de plus, si on leur dit, attendez, on s'arrange entre nous, ils ne vont pas exposer d'eux-mêmes le problème retraite parce qu'il n'y a pas forcément la pédagogie, ils ne voient pas forcément les conséquences. Et en plus, ils ne croient pas aujourd'hui. On a intérêt à leur dire pour pas savoir. Bien sûr. Donc quand vous avez un jeune qui dit ça, vous lui dites non, je vais te payer parce que je veux que ta retraite existe. S'il vous plaît. N'est-ce pas? Bien sûr. Bon, d'accord. Xavier Denamur. Il y a deux choses. Effectivement, on voit des salariés qui n'ont pas été déclarés toute leur vie, qui se retrouvent à la retraite obligés de bosser. Alors ils sont obligés de bosser, femmes de ménage. Et on voit dans le documentaire qui a 72 ans, qui est obligé de faire des petits boulots de colporteur ou de femme de ménage, etc. Parce qu'ils n'ont pas cotisé. Ils s'aperçoivent au bout de 30 ou 40 ans qu'ils sont éligibles à rien. Et c'est trop tard. Et ça, c'est une vraie catastrophe. Mais ce que je veux dire aussi, c'est ce qu'il faut comprendre, c'est que les dispositifs aujourd'hui mis en place par les gouvernements successifs poussent aussi les patrons à sous-déclarer les gens. Vous avez des aides. Si vous payez mal vos salariés, on vous donne des aides. Vous avez les allègements, ce qui était Fillon avant, maintenant Sapin. Si vous le payez au SMIC ou jusqu'à 1,6 le SMIC, vous avez 380 € d'allègement. Dans des boîtes, ce qu'on appelle le B2C, le business to consumer, c'est business pour le consommateur direct, où il y a du cash, etc. Moi, si je paye quelqu'un à 2500 €, j'aurai aucune aide. Par contre, le patron dont les boîtes sont un peu, ce qu'il faut voir aussi, c'est qu'il y a beaucoup d'entreprises qui sont vraiment les petites boîtes, elles n'y arrivent pas. Elles ont trop de cotisations, trop de trucs. On le dit bien, on voit bien que dans le film, il y en a une qui va tout déclarer et puis qui s'aperçoit qu'elle n'y arrive pas, elle dépose son bilan et elle refait un truc en disant je vais faire du blague. Et quand vous avez des dispositifs qui sont faits que pour, je dirais, mal payer les gens, vous avez plein qui vont rentrer dans ce schéma pour donner une partie aux blagues. Et ça, c'est mauvais. Et quand vous avez un autre système, on n'en a pas parlé, qui sont des systèmes comme le crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi, qui vont aider massivement, c'est-à-dire qu'on va envoyer des masses d'argent massives sur des gens qui pèlent mal les salariés, et vous en avez les autres, les petits, qui vont profiter aussi de ce système-là en disant si je les déclare,
je ne vais pas toucher d'aide. Et puis les grands groupes qui vont ramasser le pognon et on n'aide pas à sortir les gens, les entreprises d'une économie souterraine. Justement, à ce propos, j'aimerais qu'on réécoute un extrait du documentaire où finalement on apprend que, comme d'habitude, c'est de la faute de l'État. Aujourd'hui, je déclare 68 000 € de chiffre d'affaires alors que j'en fais 206 000. Donc maintenant, demain, effectivement, si j'ai un contrôle, on va me fermer. Alors oui, je fais du black et je n'ai absolument pas honte de faire du black. Le gouvernement, c'est lui qui devrait avoir honte de m'obliger à être malhonnête. Le gouvernement devrait avoir honte de m'obliger à être malhonnête. Alors est-ce que finalement, c'est que les règles sont tellement absurdes, et vous le disiez bien, Xavier de Namur, que de fait, ça pousse les gens à être dans l'illégalité? Il n'y a pas assez de contrôle, c'est tout. Il faudrait bien trouver cette dame, aller la contrôler, qu'elle soit sanctionnée et qu'elle rembourse. Parce que c'est l'argent de la République. Et alors elle dit, on me pousse à voler l'argent de la République. Ben non. Parce qu'elle est petite, mais après elle est gros. C'est-à-dire c'est ceux qui volent l'argent de la République et qui les mettent à Panama. Là, on n'est plus dans l'impôt est finalement devenu illégitime. Mais on vive n'est plus dans l'intérêt général. Notre société civilisée ne peut pas fonctionner sans impôts. Mais les gens qui ont un état d'esprit du genre, j'excuse la fraude, je comprends les gens qui queuent, etc. Il n'y a plus de société. Pour faire société et vivre ensemble, il faut payer un impôt. Mais c'est vrai, il faut qu'il soit plus progressif. C'est-à-dire qu'il y ait 20 tranches et qu'on taxe ceux qui sont en haut. Parce qu'en France, il y a une oligarchie toute puissante. 1% possède pratiquement la moitié du pays. Et c'est vrai qu'il ne doit pas tolérer des Carlos, Carlos Tavares et Carlos Ghosn. C'est ces gens qui PSA et Renault. Ces gens qui se payent 5,2 millions et 7,4 millions sur la sueur et le sang des travailleurs qu'ils ont en dessous eux. Ça ne devrait pas être toléré. On devrait par exemple avoir un salaire maximal à 20 fois du SMIC. Et je peux vous dire que les gens, s'ils voyaient un système un peu juste, corrigeant les inégalités de cette façon, ils seraient plus respectueux de l'impôt. Tous, effectivement, chacun à leur niveau. Xavier de Namur, est-ce que le problème, c'est finalement l'impôt est devenu illégitime parce qu'il est injuste et donc de fait on fraude? Non, je ne pense pas que l'impôt soit illégitime. C'est-à-dire que aller volontairement à l'impôt me paraît normal et je pense que tous les citoyens ont plutôt envie, et même les chefs d'entreprise auraient plutôt envie de se sortir de cette illégalité dans laquelle des fois ils sont plongés parce qu'ils disent, moi je parle moi avec des petits chefs d'entreprise, etc. et ils vous disent, si je déclare tout, ma boîte, elle ferme. C'est-à-dire, j'ai même pas un SMIC, j'ai rien. Donc, quand on regarde, alors, est-ce qu'ils doivent tous disparaître avec les petits emplois qu'il y a avec, etc. Ou est-ce qu'on trouve une solution pour avoir une différenciation entre comment on aide tous ces grands groupes. Vous savez, j'avais dénoncé en 2012 l'histoire de la TVA dans la restauration qui avait profité massivement aux grands groupes. Les petits n'avaient pas vu récupérer des miettes. Là, on est sur cette histoire de pacte de responsabilité, de CICE, d'aide à l'emploi, d'emploi aidé et tout. Ceux qui profitent de tout cet argent, cette manne financière de l'État, ce sont principalement les grands groupes. Et les autres récupèrent des miettes. Et ils n'y arrivent pas parce qu'il y aurait une différenciation à faire. C'est-à-dire qu'il faudrait aider ces boîtes à sortir. Alors, effectivement, on pourrait avoir une période où on les mettrait, vous savez, on a les caisses enregistreuses maintenant dans tous les commerces qui vont être obligatoires à partir de 2018. Alors c'est bien de vouloir tout contrôler, mais il faut leur donner les moyens d'être dans la légalité. Alors, sinon, justement, là-dessus, Philippe Revel, diriez-vous qu'il faut remettre complètement à plat en fait notre fiscalité pour pouvoir à un moment sortir de cette ornière? On a vraiment le sentiment qu'on est dans un espèce de jeu de chat et de souris et qu'on n'en sortira pas. Plus la fiscalité est complexe, plus les règles changent, plus évidemment ça incite les uns et les autres à frauder. C'est assez logique. Quand c'est complexe, les contrôles n'y changeront rien finalement. Les contrôles, ils ne sont pas forcément suffisants. Le nombre de fonctionnaires destinés, affectés au contrôle a plutôt tendance à diminuer. Et ils se concentrent à juste titre, d'ailleurs plutôt sur les grosses entreprises maintenant que sur les petites. Il y a eu des changements de comportement assez importants à Bercy ces dernières années. Et donc plus 13% là, cette année. Tout à fait. Et puis en plus, les moyens techniques augmentent avec le Big Data. On croise des fichiers. Tout à fait. Et le reportage a souligné, évidemment, que quand on arrive à recoupler l'information, on arrive à trouver la fraude plus facilement. Mais la fiscalité, c'est vrai qu'elle est un peu trop compliquée en France. C'est vrai qu'il y a un peu trop de niches fiscales, qu'il y a un peu de niches sociales, et qu'on serait sur un système plus simple, plus basique, avec des assiettes larges, des taux un peu moins élevés pour ce qui est à la base, on aurait certainement un peu plus de rendement et un peu moins de tentation. Mais c'est vrai que la peur du gendarme, il faut que ça existe, sinon évidemment il y a des comportements qui ne sont pas légitimes et pas républicains. Et si on baissait les charges sur les salaires, est-ce que ça pourrait à un moment... Il n'y a pas de charge sur les salaires. Ça n'existe pas. Ouvrez les cotisations, pardon. Oui. Alors, et si on baissait les cotisations? C'est un salaire brut, madame, mais le salaire brut en France est déjà dans la moyenne européenne. Vous voulez le baisser encore? Non, je ne vous parle pas de baisser les salaires, je vous parle de baisser les cotisations. Mais les cotisations, madame, c'est le salaire brut. D'accord. C'est-à-dire que vous avez le salaire net pour vivre au jour le jour, et vous avez les cotisations sociales qui vous assurent
assure une protection sociale toute votre vie. Et vous savez, il y a 3 budgets en France. Le budget des protections sociales, il est de 450 milliards. C'est celui qui a le moins de dettes. Il ne génère que 10% de la dette présumée du pays. Il y a un deuxième budget qui est les collectivités territoriales, c'est 200 milliards. Le budget de l'État, c'est 300 milliards. C'est le budget de l'État qui fait 78,5% de la dette, pas le budget de la protection sociale. Et si le budget de l'État fait tellement de dettes, c'est pas parce qu'il dépense plus. Alors, elle se resserre, la dépense. D'accord, mais alors, qu'il n'a pas assez de comment on sort de cette donc pas assez ornière? d'impôts. Comment on fait? Comment on fait? Alors, Il ne suffit pas juste de mettre des gendarmes derrière et la peur du gendarme. Les multinationales ne paient en ce moment que 8% de moyenne d'impôts. Et les petites sociétés Les entreprises du CAC 40. Et oui, non, il y a 1000 entreprises en France qui font 50% du produit intérieur brut. Pas seulement le CAC 40. Et elles ne payent que 8% d'impôts, tandis que les petites entreprises sont autour de 33. Vous vous rendez compte, c'est une aberration. Je vais vous faire Donc il faut plaisir, inverser ça. qu'on inverse Je crois que Xavier de Namur est d'accord avec je vais vous faire plaisir parce que moi je suis plutôt à plus de 50% puisque je paye 45% d'impôts plus 4% sur les hauts revenus plus ma RSS tout, je suis à 50. Oui, les entreprises. Vous avez des actionnaires auxquels vous donnez des dividendes? J'ai aucun actionnaire, je suis en nom propre. Alors, vous gagnez tout. Mais comment on sort de ça? Et je paye bien mes salariés, j'ai Rapidement. 45% de ma salariale. Rapidement. Il y a 2 choses que je voudrais dire. Ce qui est important, et je rappelle, souvent, encore une fois, sous Sarkozy, par exemple, on mettait un dispositif en place qui a permis de sortir des heures supplémentaires du black. C'est-à-dire qu'on avait allégé les cotisations salariales. Moi, j'étais contre la défiscalisation parce que je trouvais que celui qui gagne 5 000 balles ou 5 000 euros ou 10 000 euros, il devait payer ses impôts. Mais on aurait pu plafonner à 5 000, mais on avait sorti plein d'heures supplémentaires comme ça. C'est pas ce qui va retirer des heures de travail. Moi, je fais depuis 25 ans, tous mes salariés font des heures supplémentaires. On est resté grosso modo, par exemple, vous avez un bistrot qui est ouvert de 8h à 2h du matin. Donc vous avez une équipe. Des semaines de 45 heures. 42h30, on fait 8h, 17h et l'autre fait 17h, 2h. On ne peut pas avoir 3 équipes. Mais donc on avait ces heures supplémentaires. Moi, je les déclarais entièrement, donc ça ne posait pas de problème. Mais il y a eu beaucoup d'heures supplémentaires qui n'étaient pas déclarées. Et puis tout d'un coup, vous arrivez en septembre 2012 et le gouvernement dit c'est fini. Et les salariés vont effectivement avoir le sentiment, même si c'était du salaire différé pour eux, mais en tout cas, ils auront le sentiment d'avoir été lésés, puisque finalement, leur salaire va baisser, et ils voudront, et en plus, ils auront les impôts derrière, et on va retomber dans des heures supplémentaires. Alors, Philippe non Crevel, payées, non déclarées. comment on en sort de tout ça? Comment on sort de la fraude fiscale? De la fraude, du travail dissimulé, pour le coup. Travail dissimulé. Il y a un problème qu'il faut soulever, c'est le problème des travailleurs détachés et de la fraude au niveau européen. 380 000 et 400 000. Là, on est sur quelque chose de beaucoup plus sérieux que cette histoire de travail dissimulé dans certains secteurs d'activité. Car là, c'est un système qui est organisé par défaut, parce que la Commission européenne, parce que l'Europe ne s'est pas intéressée à la question de savoir comment on traite le problème de travailleurs qui peuvent être en Roumanie, en Bulgarie, qui vont travailler en France avec des charges sociales de Roumanie, de Bulgarie. Les cotisations, pardon, excusez-moi. Et donc, là, il y a un vrai problème. Parce que là, premièrement, il y a du travail dissimulé, parce qu'on ne sait pas si les entreprises existent dans ces pays. Deuxièmement, il y a une distorsion de concurrence, et avec une sécurité sociale qui n'est pas payée, avec un trou de la sécurité sociale. Et là, il suffirait qu'il y ait une sécurité sociale européenne. Oui. Ce qu'on appelait à l'époque le 25e régime, maintenant il faudrait appeler ça le 29e régime, qui se superpose au régime des différents États pour régler le problème. Messieurs, et de doubler les effectifs de l'inspection du travail pour contrôler les fraudes. Exactement. Merci beaucoup, messieurs. Payer la même cotisation dans les pays où on travaille. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir participé à ce débat. Merci à vous. Tout de suite, on continue avec votre second documentaire. Organisez-vous, plongez dans les quartiers populaires quand leurs habitants cherchent à faire valoir leurs droits. C'est un film de Inde Medeb et Benoît Rayot. À tout à l'heure.